En 1944, un soldat allemand s'effondre en Normandie. Une balle de calibre 30 lui traverse le thorax. Ce qu'il ignore, c'est que sa mort est la conséquence directe d'une humiliation américaine subie 40 ans plus tôt. Retour en arrière. 1er juillet 1898. Cuba. Un jeune officier américain est plaqué au sol dans les herbes hautes de la colline San Juan. Au-dessus de lui, le sifflement des balles est continu, supersonique. Il réalise que son armée a commis une erreur fatale. Pas sur le terrain, mais à l'usine. Pourquoi la future plus grande puissance militaire du monde se fait-elle fixer par une poignée de tireurs? La réponse tient dans la culasse de son fusil. Regardez ses mains. Il tient un Krag Jorgensen. Pour recharger, le soldat doit ouvrir une trappe latérale complexe. Il doit insérer les cartouches, par une. Ses doigts tremblent. Le mécanisme est lent. En face, sur la crête, 760 défenseurs espagnols. Ils sont équipés de Mauser modèle 93. Ils utilisent des lames chargeurs. Un geste, 5 cartouches, verrouillage. Clac, clac. Le feu est ininterrompu. L'Américain insère une balle. L'Espagnol en tire 5. Le bilan de la journée est mathématiquement impossible. 15 000 Américains attaquent 760 hommes. Un ratio de 20 contre 1. Pourtant, l'infanterie américaine se fait hacher. À la tombée de la nuit, la colline est prise, mais les brancardiers sont débordés. 200 morts, 1100 blessés. Le sang a coulé pour compenser la lenteur du rechargement. Le rapport balistique déposé sur le bureau des généraux est sans appel. Le système Mauser surclasse le Krag en portée, en vitesse et en létalité. 200 morts. C'est le chiffre qui atterrit sur le bureau de l'état-major. Pas de débat théorique, pas d'excuses. L'armée américaine avait deux choix, défendre une fierté blessée ou admettre l'échec technique. Elle choisit l'humiliation constructive. Le fusil Krag est jugé obsolète. L'ordre est donné de tout effacer, de copier le vainqueur pour mieux le détruire. Le résultat de cette purge s'appelle la 30-06 Springfield. Les ingénieurs adoptent une balle Spitzer, pointue de 150 gras. La poudre sans fumée propulse le projectile à une vitesse terrifiante, 2700 pieds par seconde. Cela représente 820 mètres par seconde, 2 fois et demi la vitesse du son. Ce n'est plus une simple munition. C'est une leçon de physique appliquée, née du sang versé à Cuba. Quand les Allemands feront face à ce calibre des décennies plus tard, ils ne combattront pas seulement du laiton et du plomb. Ils affronteront la capacité industrielle d'une nation à corriger ses fautes mortelles. Le standard est finalisé en 1906. En 1906, les ingénieurs figent un standard dont les chiffres deviendront un culte. La survie se joue désormais à la seconde près. Côté espagnol, le Mauser. Le soldat insère une lame chargeur verticale, une pression sèche du pouce. 5 cartouches s'engouffrent dans la culasse d'un seul bloc. Le clip de laiton vide teinte en tombant sur les pierres. Côté américain, le cauchemar du Krag. Le soldat doit ouvrir une trappe latérale. Il fouille ses poches. Il pousse les cartouches une par une dans le mécanisme avec des doigts tremblants. Pendant qu'il essaie de chambrer la troisième, la balle espagnole l'a déjà trouvée. Le rapport d'enquête est sans appel. L'Amérique s'est battue avec une antiquité. L'orgueil national s'effondre face à la réalité technique. L'US Army ne cherche pas à améliorer le Krag. Elle décide de cloner le vainqueur. Le nouveau fusil, le M1903 Springfield, copie intégralement la culasse et l'alimentation du système allemand. Le plagiat est si flagrant que Washington doit passer à la caisse. Le gouvernement verse 200 000 $ de royalties à la firme Mauser pour violation de brevet. L'Amérique paie son futur ennemi pour avoir le droit de copier son arme. Mais l'investissement paie. La nouvelle balle Spitzer de 150 grains file désormais à 2700 pieds par seconde. L'état-major signe l'ordre d'adoption immédiate pour toute l'infanterie. Pendant que l'Europe affûte ses baïonnettes, l'Amérique prend une décision invisible sur les cartes. Comment une seule douille peut-elle alimenter toute une guerre? La réponse est simple, la standardisation totale. L'armée valide le calibre 30, modèle 1906, rapide et précis. Les soldats l'appelleront la 30-06. Mais la balistique n'est pas le cœur du sujet, le génie est industriel. Fermez les yeux, entendez le rythme. Un tapis roulant infini frappe le laiton. Clac. Des millions de douilles identiques sortent des presses. Ce n'est plus une simple cartouche, c'est le sang unique d'une armée entière. Le fusil M1903 Springfield, il tire du 30-06.
Le M1917 Enfield, plus nombreux que le Springfield sur le front de l'Ouest, le fusil automatique M1918 BAR du 30-06, la mitrailleuse M1919 Browning, toujours la même munition. Peu importe l'arme entre les mains du soldat, l'intendance ne réfléchit plus. Cette machine parfaitement huilée s'écrase sur la réalité du front en 1944. John Garand a conçu le M1 en 1936. L'arme est robuste, mais son véritable atout est invisible. Elle partage le sang des mitrailleuses, la cartouche 30-06. Le tireur d'élite, le servant du BAR, le simple fusilier. Ils puisent tous dans la même caisse en bois, une logistique binaire. Soit il y a des munitions, soit il n'y en a pas. Aucune erreur de distribution n'est possible sous le feu. En face, la Wehrmacht s'appuie théoriquement sur le 8 mm Mauser, une excellente munition. Mais c'est une façade. L'Amérique parie sur un standard unique et interchangeable. L'Allemagne, elle, doit gérer plus de 20 calibres incompatibles sur la même ligne de front. Ces arsenaux regorgeaient d'armes saisies en Pologne, en France et en Tchécoslovaquie. À quoi mène la débauche technique? À la paralysie administrative. Dans les entrepôts de Varsovie ou de Paris, des milliers de fusils prenaient la poussière. Ils étaient parfaitement huilés, mais impossible d'y glisser une cartouche standard. Un officier de l'intendance ouvre les portes d'un dépôt divisionnaire. Devant lui, un cauchemar logistique. Caisse verte, obus de 75 mm français. Caisse grise, mortier tchèque. Caisse en bois brut, munitions polonaises. Des marquages jaunes, rouges, noirs. Une mosaïque de calibres qui ne se parle pas. Le système se dévorait lui-même. Chaque arme étrangère exigeait sa propre chaîne d'approvisionnement, son propre train prioritaire, ses propres tableaux de tir. Le général Hans Eberbach commandait la 5e armée blindée en Normandie, l'élite du Reich. Pourtant, son rapport à l'état-major décrit un chaos absolu. Son parc d'artillerie assemblait les canons de toutes les puissances d'Europe. Sur le front de l'Est, la situation était pire. La moitié des pièces allemandes tiraient des obus français. Au lieu de standardiser, l'industrie multipliait les variantes. L'intendance devait gérer l'ingérable. Les camions livraient les mauvaises caisses aux mauvais régiments. Les servants de batterie regardaient leurs canons muets. Il ne restait que le silence. Le cauchemar logistique du général Eberbach ne restait pas sur les cartes d'état-major. Il descendait dans la boue pour tuer le fantassin. Regardez les mains. Sur le M1 Garand américain, une simple pression de l'index. Encore et encore. Sur le Kar 98K allemand, un rituel archaïque. La main quitte la détente. Levier vers le haut, en arrière, en avant, vers le bas. Ce mouvement du verrou tuait le temps. Dans les haies serrées de Normandie et la forêt sombre de Hürtgen, cette mécanique dictait la survie. Le rythme de tir allemand plafonnait à 10 ou 15 coups par minute. En face, l'infanterie américaine saturait l'air, 40, 50 coups. L'Allemand baissait la tête pour recharger manuellement. L'Américain continuait de tirer. Entre les détonations, un son métallique aigu perçait le fracas. Dling! Le clip vide s'éjectait automatiquement de la culasse. La supériorité tactique tenait dans ce bloc d'acier de 8 cartouches. 8 cartouches dans la chambre, multipliées par 12 hommes dans la section. Cette mathématique brutale dictait la loi en 1944. En face, la tactique allemande reposait sur un seul pivot, la MG42. Les Alliés la surnommaient la scie d'Hitler, 1200 coups par minute. Une déchirure continue dans l'air. Les soldats armés de K-98K ne servaient qu'à protéger cette cadence infernale. Ils étaient des gardiens, pas des assaillants. Mais l'infanterie américaine connaissait la faille. Le tireur BAR avait l'ordre de saturer la mitrailleuse en premier. Dès que la MG42 se taisait, le déluge commençait. Chaque soldat américain ouvrait le feu en semi-automatique sans jamais toucher de verrou. Le volume de tir écrasait l'ennemi sous le poids du métal. La logistique devenait tactique. Le général George Patton a résumé cette domination technique en qualifiant le M1 Garand de meilleur outil de combat jamais conçu. La prédiction s'est matérialisée à la frontière allemande. Ce calcul était-il juste? L'histoire a répondu par la négative. Hiver 1944, forêt de Hürtgen. Les sapins explosaient sous le déluge. Au sol, la neige blanche buvait le sang. Le soldat du Reich se retrouvait cloué sur place, dominé par une puissance de feu supérieure. Cette défaite avait été programmée des années plus tôt. Lors des tests d'avant-guerre,
Les experts de la Wehrmacht avaient rejeté le fusil semi-automatique. L'argument semblait rationnel. Un tir trop rapide gaspille les stocks sans améliorer la précision. L'économie de munitions a été payée par l'anéantissement de leur division.